Les enclos de vente d'Antelope Wells se sont remplis tôt. C'était la première semaine chaude de la saison du vélage. Le Wyoming s'étendait, vaste, sous un ciel d'un bleu dur. La sauge gris-vert courait jusqu'au pied de la roche, mais le vent des plaines sentait la poussière et l'herbe nouvelle. C'était le genre de matin qui déliait les langues. Les acheteurs se tenaient le long des barrières. Les éleveurs s'appuyaient sur la planche supérieure, leurs chapeaux repoussés en arrière. Ils parlaient de la météo et des prix. Ils évaluaient le bétail du printemps et s'évaluaient les uns les autres. Hazel Vickery descendit la rue. Elle portait 2 pots de beurre enveloppés dans un linge propre. Elle ne se pressait pas. Elle ne le faisait jamais. C'était une femme au dos droit, approchant les 26 ans. Ses cheveux châtains cendrés étaient simplement relevés. Ses yeux d'un gris clair jaugeaient un homme, sans animosité. Ses mains étaient celles d'une travailleuse. Sa robe était d'un bon tissu, usée au poignet. Les gens la regardaient sans la voir, comme on regarde un piquet de clôture. Elle y était habituée. Elle avait un stand à tenir et un prix à annoncer. Elle comptait être rentrée avant la traite. Les conversations près de la barrière portaient assez loin. La fille Vickery tient la concession de Twin Springs toute seule depuis la mort de son père. Un acheteur dit « Ça fait 1 an maintenant. Ça ne peut pas durer. Une femme ne peut pas tenir une concession d'eau dans ce pays. Elle devra se marier ou vendre. » « Qui voudrait l'épouser ?» dit un autre en riant. Froide comme une chaîne de pluie, celle-là. Jamais un mot doux ne sort de sa bouche. On serait en meilleure compagnie avec une baratte. Tate Ashford se tenait un peu à l'écart, comme toujours. Il possédait Stone Butte. C'était le plus grand ranch du bassin. Il contrôlait les basses eaux et les longues herbes. Il portait le nom que son père avait forgé à la dure. C'était un homme grand, approchant les 36 ans. Ses cheveux sombres grisonnaient sur les tempes. Ses yeux étaient du bleu ardoise d'un ciel avant l'orage. Il ne riait pas avec les autres. Il riait rarement, en fait, mais il entendit la plaisanterie. Il tourna la tête. Il vit la femme au pot de beurre arriver à hauteur de la barrière. « Je plains l'homme qui l'épousera », dit Tate. Il le dit simplement, sans animosité, comme un homme commente un chant médiocre. Le silence se fit près de la barrière. C'était le silence des hommes, soulagés que la petite cruauté d'un homme puissant ne leur soit pas destinée. Hazel l'entendit. Elle était assez proche pour ne pas l'avoir manqué. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne rougit pas. Elle posa ses pots sur le comptoir en planche de l'étal du magasin. Elle replia le tissu. Elle regarda Kezia Oller, la tenancière du magasin. « 2 $ le pot, dit Hazel. Comme la semaine dernière. L'acheteur de Denver prend tout ce que tu ne vends pas avant midi. Il le fera, et avec plaisir. » Kezia était une vieille femme large et sèche, avec une langue de râpe. Elle aussi avait entendu Tate. Elle jeta un regard vers la barrière, puis se retourna. « Ne fais pas attention à eux. Un mot méchant ne coûte rien à un homme. C'est pour ça qu'il le donne si facilement. Je dois faire la traite, dit Hazel. Ce fut tout. Elle laissa les pots et remonta la rue. Elle ne regarda pas la barrière, mais sa mâchoire était serrée. Près de son chariot, elle s'arrêta un instant. Sa main était posée à plat sur le bois chauffé par le soleil. Elle respira lentement avant de monter. Un mot méchant ne coûte rien à un homme, mais à elle, il lui coûta quelque chose. Elle ne le laisserait pas paraître. Twin Springs se trouvait à 4 miles de là. Le ranch se trouvait là où le ravin descendait du plateau, là où la terre restait verte quand les plaines devenaient brunes. 2 sources jaillissaient là. C'était toute la valeur de l'endroit. La plus proche, tout le monde la connaissait. Un bon sointement régulier qui remplissait l'abreuvoir du bétail. L'autre se trouvait plus loin, sous la berge escarpée. Elle était plus haute, plus froide, plus ancienne. Elle alimentait le fossé qui arrosait sa prairie à foin. Elle remplissait le bac froid où elle laissait la crème monter. Son père avait creusé ce fossé quand Hazel était une enfant. Alton Vickery avait mis l'eau au travail de ses propres mains. Il avait construit la vanne lui-même, une porte en planche avec un loquet en fer qu'il avait forgé tordu pour qu'il se coince. Il se coinçait depuis 17 ans. Il se coinçait encore. Aucun ouvrier n'avait jamais réussi à l'ouvrir. Il fallait soulever la barre d'un cheveu, la laisser tomber d'un quart de tour, puis frapper le fer froid avec le talon de la main à l'endroit précis où la rouille était usée. Son père lui avait appris le tour de main quand elle avait 9 ans. Elle pouvait le faire dans le noir. Elle était la seule âme vivante qui en était capable. Elle l'actionna maintenant, dans la lumière du crépuscule. Elle libéra l'eau dans le fossé. Elle resta là,
tandis que le courant froid chantait en s'écoulant dans la prairie. Les vaches arrivèrent pour la traite du soir. Duchess arriva la première, comme toujours. C'était une large vache rousse avec du caractère. Elle ne se laissait traire que par les mains de Hazel. Puis les autres suivirent, patientes dans le crépuscule. Froide comme une chaîne de pluie, dit Hazel à la vache, et elle faillit sourire. « Ils n'ont pas tort !» Je leur accorde au moins ça. Elle fit la traite. Elle filtra le lait dans des bassines plates et les plaça dans le bac froid. Elle écréma la crème du matin. Elle actionna la baratte jusqu'à ce que le beurre se forme. Puis elle le lava, le sala et le moula avec la forme en bois que sa mère avait sculptée. Simple gerbe de blé, un beurre réputé dans tout le comté, disaient les gens quand ils disaient quelque chose de gentil. C'était la seule chose qu'ils lui accordaient. Le beurre Vickery avait remporté le premier prix à la foire, 3 années de suite. Un homme louait le beurre et ignorait la femme qui le fabriquait. Il ne pensait jamais que les deux étaient liés. Elle couvrit le feu. Elle mangea debout. Elle dormait avant que la lune n'apparaisse, mais elle était debout avant son coucher, car les vaches se moquaient de ce qu'un homme avait dit près d'une barrière. Tate Ashford ne pensa plus à la femme ce jour-là. Du moins, c'est ce qu'il se dit. Il rentra à Stone Butte dans l'obscurité. La grande maison se dressait sur la colline. Construite en pierre, c'était le monument de son père, froid en toute saison. Tate y avait grandi. Il avait vu son père prendre l'eau des plus petits propriétaires avec un sourire et un bout de papier. Le vieux Ashford contrôlait toutes les basses terres du bassin. Tout ce qui se trouvait en amont buvait avec sa permission. Il avait appris à un garçon qu'un homme tendre est un homme volé. Il avait appris à une femme à garder son chagrin silencieux. La mère de Tate était devenue grise jeune dans cette maison. Elle était morte, tournée vers le mur. Son père avait appelé ça une faiblesse dans son sang. Jeune homme, Tate avait fait un serment secret. Il serait juste. Il ne serait pas son père. Mais plus jamais il ne verrait les sentiments ridiculiser quelqu'un qu'il aimait. Alors il gardait tout le monde à distance. Il dirigeait le meilleur ranch de la région. Il était respecté. Il était seul. Il se disait que cet arrangement lui convenait. Son contremaître, Hiram, le rejoignit à la grange. Dorsey Vickery est passé. Hiram dit qu'il a laissé un message. Il veut parler d'eau. Il dit qu'il y a de l'argent à se faire pour Stone Butte. Mais quel argent? Il n'a pas précisé. Il a dit qu'il repasserait. Un type mielleux, tout en sourire. Tate lui tendit les rênes. Le domaine Vickery, dit-il. La famille de la fille. Son cousin, dit Hiram. Il est arrivé de l'Ohio l'automne dernier. Depuis, il fouine autour du bureau du cadastre du comté. Le bruit court qu'il veut lui prendre l'eau de Twin Springs. Hiram cracha. Il faut être d'une espèce particulière pour voler sa propre famille. Tate resta un moment dans la grange sombre. Il pensa malgré lui à un dos droit remontant une rue poussiéreuse. Il pensa à une femme qui n'avait pas rougi quand il l'avait humiliée devant tout le monde. Il chassa cette pensée. Je vais l'écouter. Tate dit, « L'eau, c'est l'eau. » Dorsey Vickery arriva à Stone Butte 2 jours plus tard. Il portait un manteau de ville et conduisait un buggy de location. Il souriait avant même d'être descendu de son siège. C'était un homme aux mains douces, âgé de 40 ans. Il avait la couleur de sa cousine, mais en plus gras. Il parlait comme un tricheur de cartes distribuées, facilement et rapidement, en observant toujours votre visage. Il admira la maison. Il admira l'herbe. Il admira le troupeau jusqu'à ce que la patience de Tate s'amenuise. Allez droit au but, Monsieur Vickery. Droit au but, j'aime ça. Dorsey étala un papier sur la rampe du porche. C'était un plan du bassin. L'eau était marquée en bleu. Vous contrôlez les basses eaux, Monsieur Ashford. Un bon droit d'antériorité, n'est-ce pas? Le plus ancien du comté. Mais vous êtes à court les années de sécheresse, vous le savez. Tous ceux en amont boivent en premier quand ça leur chante. Twin Springs ne touche pas à mon eau, n'est-ce pas? Le sourire de Dorsey s'élargit. C'est là toute la beauté de la chose. L'ancien relevé est bâclé. Il n'a jamais distingué les deux sources. Sur le papier, tout ce ravin est considéré comme une seule source. Une source qui alimente votre ruisseau. Si un homme demandait à la consolider, à l'appeler un seul système et à y placer un droit d'antériorité, eh bien, il contrôlerait le débit de tout le bassin, y compris le vôtre. Ou il pourrait ne rien faire. Ou il pourrait vous vendre une part de ce contrôle à bas prix, entre voisins. Tate regarda le papier un long moment. Les droits appartiennent à ma cousine, dit Dorsey doucement. À Hazel. Mais elle ne les a jamais enregistrés, n'est-ce pas?
Jamais déposer la preuve du fossé. Jamais prouver la date de priorité. Une femme seule. Elle a laissé les papiers expirer. J'ai une déclaration à Cheyenne qui dit que l'eau est à moi pour la consolidation. Ça passera. Ces choses-là passent toujours. Je préférerais m'associer avec Stone Butte. Être avec vous, plutôt que contre vous. Il plia le plan. Elle ne peut pas le garder, Monsieur Ashford. Vous le savez mieux que quiconque en ville. Vous l'avez dit vous-même aux enclos. Je l'ai entendu. Je veux seulement que ça reste dans la famille, pour ainsi dire, et que ça serve à quelque chose. Une compagnie de chemin de fer va construire un embranchement ici d'ici 2 ans. Une eau comme celle-là vaudra une fortune pour celui qui détiendra les papiers, et elle obtiendrait un prix juste pour un droit qu'elle ne peut pas exploiter. Dorsey mit son chapeau. Tout le monde y gagne. Pensez-y. Je voudrais votre réponse avant la première semaine d'automne au tribunal du comté. C'est là que ma déclaration sera entendue. Il remonta sur le siège du buggy, tout sourire. Entre nous, elle sera contente d'en être débarrassée. Une vie dure pour une femme dure. Rendez-lui service. Tate regarda le buggy disparaître. Il n'aurait dû rien ressentir. Un droit d'eau était un droit d'eau. Le fils de son père en connaissait la valeur. Il se tenait sur le porche de la maison froide. Il constata, à sa propre irritation, qu'il ressentait quelque chose. Et ce n'était pas de la cupidité. Il se rendit à Twin Springs le lendemain matin pour voir le terrain par lui-même. Ce n'était que ça, se dit-il. Un homme regarde avant d'acheter. Il la trouva près de la vanne, dans la lumière du matin. Elle était dans le fossé, de l'eau froide jusqu'aux genoux. Ses 2 mains étaient sur le vieux loquet en fer, et l'eau luttait contre elle. Une fonte des neiges printanières était arrivée en force pendant la nuit. La vanne était bloquée par la pression. Le fossé était sur le point de déborder. Il risquait de creuser un nouveau chenal qui emporterait toute la crue loin de sa prairie, vers le bas du ravin, perdue. Elle ne le vit pas. Elle parlait doucement au fer, comme elle parlait à la vache. « Allez, maintenant. Allez, tu me connais. » Elle souleva la barre d'un cheveu. Elle la laissa tomber d'un quart de tour. Elle frappa le talon de sa main contre l'endroit usé. Le loquet céda avec un grincement. La porte pivota, et l'eau alla où elle l'envoyait. Dans le fossé vers la prairie, loin du bord de l'érosion, sauvée, elle sortit, ruisselante, respirant fort. C'est alors seulement qu'elle vit l'homme à cheval au-dessus d'elle. Ils se regardèrent. Il était sur son bon cheval, au sec, l'homme du bassin. Elle se tenait dans le fossé, trempée jusqu'à la cuisse. La femme pour qui il avait plaint un mari, M. Ashford. Ce n'était ni une question, ni chaleureux. Elle essorra le bas de sa jupe à 2 mains. Cette vanne a failli céder, dit Tate. Elle manque toujours de céder. Ça fait 17 ans qu'elle manque de céder. Elle remonta la berge. C'est la vanne de mon père. Il a forgé le loquet tordu pour que personne ne puisse l'ouvrir à part lui. Et puis moi. Elle regarda le fer. C'est une chose stupide d'en être fière. Un loquet que personne d'autre ne peut manœuvrer. Mais c'est comme ça. Tate descendit de cheval. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Il alla vers la vanne et posa sa propre main sur le loquet. Il manœuvra la barre comme il venait de la voir faire. Elle ne céda pas. Il essaya de nouveau. Plus fort. Rien. Le fer était comme une pierre sous la main d'un homme fort. Soulevé d'un cheveu, dit Hazel, le regardant avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'humour. Pas soulevé. Un cheveu. Puis laisser tomber d'un quart de tour, puis frapper l'endroit usé. Pas la barre. Il essaya à sa manière. Ça ne céda pas pour lui. Ça ne céderait jamais. Elle se tenait dans sa jupe mouillée. Elle regardait l'homme le plus puissant du bassin, échouer à ouvrir une vanne. Une pauvre femme l'ouvrait chaque aube. Elle ne dit pas un mot. C'était une façon de parler en soi. « J'ai entendu dire que votre cousin a l'intention de prendre cette eau, » dit Tate pour changer de sujet. « C'est exact. » Elle s'essuya les mains. « Il est venu vous voir. Je suppose qu'il le ferait. Il a besoin d'un grand nom pour que ça ait l'air sensé. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous allez le faire alors. C'est une bonne affaire. Vous l'avez dit aux enclos. » Un silence. « Je plains l'homme qui l'épousera. » J'ai entendu ça aussi. Inutile d'avoir l'air surpris. J'étais à 10 pieds. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix. C'est ce qui le déstabilisa un peu. Elle l'affirma comme elle aurait affirmé un prix. « J'ai parlé à tort et à travers, » dit Tate. Ça lui coûta plus qu'il ne s'y attendait. Vous avez dit ce que vous pensiez. La plupart ne le font pas. Elle ajusta son châle mouillé. L'eau monte sous cette berge escarpée, Monsieur Ashford. La source lointaine, pas la proche. C'est une source distincte, plus ancienne que votre ruisseau,
à en juger par la coupe. Plus ancienne que la concession de votre père, si elle était mesurée correctement. Elle n'alimente pas votre eau. Elle ne l'a jamais fait. Le papier de mon cousin dit le contraire parce que l'ancien relevé était paresseux et que personne ne l'a contesté. Eh bien, je vais le contester. Je dois faire la traite. Elle remonta la berge du fossé vers les vaches, le dos droit, dégoulinante, en ayant fini avec lui. Tate se tenait devant la vanne qu'il ne pouvait pas ouvrir. En dessous de lui, l'eau coulait, claire et froide, dans le vrai fossé, murmurant, allant exactement là où un homme mort l'avait un jour dirigé. Il rentra chez lui plus lentement qu'il n'était venu. Ce soir-là, il ne dit pas à Hiram ce qu'il avait décidé. Parce qu'il n'avait rien décidé, et cela en soi était nouveau. 2 jours plus tard, Hazel se rendit à Antelope Wells avec le beurre de la semaine. Elle entendit son cousin à l'œuvre avant même de le voir. Elle avait garé le chariot derrière la livrée pour mettre les pots à l'ombre. De l'autre côté du mur de planche, Dorsey parlait à Elam Teller. Il dirigeait un petit ranch sur la North Fork et était toujours à court d'$1. Hazel n'avait pas l'intention d'écouter. Puis elle entendit son propre nom, et elle s'immobilisa près de la roue. « Je vais être honnête avec vous, Teller, parce que nous sommes voisins. » La voix de Dorsey était chaude comme un poêle. « Une fois que je contrôlerai la tête de ce ravin, chaque homme de ce bassin paiera un tarif juste pour son eau, en année sèche comme en année humide, de manière stable et professionnelle. Vous ne seriez plus jamais à la merci d'Ashford, ni de la météo. Une pauvre femme qui s'accroche à plus qu'elle ne peut gérer n'aide personne, et surtout pas elle-même. Hazel fait un excellent beurre, dit Teller incertain. Elle en fait. Elle le ferait tout aussi bien sur une plus petite propriété, avec un toit sur la tête et sans souci. Je lui veux du bien. Je veux que vous en profitiez aussi. Mettez votre signature à côté de la mienne au tribunal, et je veillerai à ce que la North Fork ne soit plus jamais à sec. Une pause, plus douce. Pensez à vos enfants. Teller, un homme doit le faire. Hazel rentra chez elle, avec un goût amer dans la bouche. Il ne mentait pas tout à fait. C'était le problème avec Dorsey. Il croyait vraiment qu'une chose était un cadeau, parce qu'il l'avait gentiment emballée. Elle comprit, à l'ombre derrière la livrée, qu'il ne serait pas chassé par la honte, et qu'il ne serait pas convaincu par la raison. Il devait être battu sur le terrain, au grand jour, par la seule chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie. Il devait être forcé de montrer au comté qu'il ne pouvait pas travailler l'eau qu'il jurait être la sienne. Elle avait jusqu'à l'automne pour les forcer à regarder. Nous allons marquer une courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La nouvelle se répandit dans le bassin. Comme l'eau trouve les points bas. Dorsey Vickery voulait prendre les sources de sa cousine. Stone Butte pourrait le soutenir. Le tribunal du comté examinerait l'affaire à l'automne. La plupart des gens secouaient la tête et ne faisaient rien. Ce n'était pas leur eau. Ce n'était pas leur combat. La femme était froide, disaient les gens, et difficile à aborder. Ainsi, la sympathie qu'on aurait pu lui porter s'amenuisa et disparut. Mais de petites choses avaient commencé à changer, comme une saison qui tourne avant que quiconque n'ose le dire. Ce printemps-là, Tate Ashford se mit à longer la crête de ses terres. Cela le plaçait la plupart du temps le long de la clôture au-dessus de Twin Springs. Il se disait qu'il vérifiait l'eau dans un pays aride. Il regardait une femme travailler seule, une terre qui aurait brisé 2 hommes. Il la regardait préparer la crème à l'aube. Il la regardait retourner le foin dans la chaleur du jour. Un matin froid, il la regarda mettre bas un veau en siège, manches retroussées, son bras jusqu'à l'épaule dans la vache, murmurant tout le temps, et le mettre au monde vivant. Il la regardait porter le beurre en ville, les jours où l'acheteur de Denver venait. Il regardait la ville prendre le beurre de sa main et ne lui rendre rien d'autre que les $2, et l'ignorer. Lentement, il commença à voir la forme d'une chose qu'il avait aidé à construire et qu'il n'avait jamais regardée. Il n'était pas homme à le dire. Il le dit dans la seule grammaire qu'il connaissait. Un chargement de planches de laiterie apparut un matin à Twin Springs. Du bon bois sec, soigneusement empilé près de la laiterie, dont le toit était devenu fragile. Pas de mots. Hazel resta longtemps devant, les mains sur les hanches. Puis elle parcourut les 4 miles jusqu'à Antelope Wells, remonta la route vers Stone Butte et trouva Tate près du corral. « Vous avez laissé du bois chez moi. »« Vraiment, Monsieur Ashford, je ne suis pas à vendre. Si c'est une affaire de mon cousin déguisé en bon voisinage, vous pouvez le remporter. Ce n'est pas l'affaire de votre cousin.
Tate s'appuya sur la barrière. Il la regarda et se força à dire une chose vraie, ce dont il n'avait plus l'habitude. Le toit de votre laiterie ne passera pas l'hiver. Alors votre crème tournera. Alors la seule chose que ce comté vous accorde aura disparu. J'avais des planches en trop. C'est tout. Ce ne sont pas des fleurs. Un silence sec. Je ne saurais pas où vous achetez des fleurs. J'achèterai les mauvaises. Quelque chose bougea sur son visage et fut maîtrisé. Pas de la douceur, de la reconnaissance. Il ne lui avait pas envoyé une jolie chose inutile pour se sentir bienveillant. Il lui avait envoyé exactement ce qu'il fallait, pour le toit exact dont elle avait besoin. Il avait regardé assez longtemps pour savoir quel toit, quel besoin. C'était la première fois en 1 an qu'une personne de son rang voyait vraiment le travail de ses mains et y répondait. « C'est différent », admit-elle. « Ça l'est. » Elle resta un moment. « Je vous paierai les planches en beurre pendant l'été. Je ne vous devrai rien. C'est un marché difficile. Je suis un marché difficile. » Elle faillit sourire, se rattrapa et transforma cela en affaire. « Duchess va bientôt véler. Si votre ranch veut un veau de vache laitière de bonne souche, j'en aurai un à vendre d'ici la foire. C'est du commerce, pas de la charité. Je ne dois rien à personne. » Elle s'arrêta, lui ayant dit plus qu'à n'importe quel homme en 1 an, et parut légèrement agacée par elle-même. « Bonne journée, Monsieur Ashford. » Mademoiselle Vickery. Il la regarda repartir à pied sur les 4 miles, parce qu'elle n'accepterait pas qu'il la raccompagne. Hiram vint se tenir à côté de lui. « C'est l'argent du beurre, Vickery, qui rentre à la maison, » dit Hiram. « Vous auriez pu la conduire. Elle ne m'aurait pas laissé faire. »« Non, » acquiesça Hiram. « Elle n'aurait pas voulu. Une femme particulière. » Il se gratta la mâchoire. « Le genre que vous voudriez à vos côtés une année de sécheresse, cependant. Elle a tenu cet endroit pendant 1 an. Tout le comté jurait qu'elle perdrait en 1 mois. » Il jeta un coup d'œil à son patron. « C'est drôle comme les choses apparaissent une fois qu'un homme les regarde. » Tate ne répondit pas, mais il ne le contredit pas. Hiram, qui le connaissait depuis qu'il était un garçon dur dans une maison dure, le remarqua et n'en dit pas plus. Le problème avec un endroit où l'on travaille seul, c'est qu'il n'attend pas un jour convenable. Duchess véla tôt, lors d'une vague de froid tardive au printemps, et le vélage se passa mal. Hazel la trouva dans le coin le plus éloigné de la prairie vers minuit, en train de forcer et épuisée. Le veau était en travers, et aucun des deux ne pouvait bouger. C'était trop de travail pour une seule femme. Elle le sut dès qu'elle y mit son bras. Elle avait besoin d'une 2e paire de mains pour tourner le veau pendant qu'elle tirait, sinon elle les perdrait tous les deux. Sa meilleure laitière et un veau déjà promis. Elle se tenait à la lueur de la lanterne, sa manche mouillée jusqu'à l'épaule. Et elle fit une chose qu'elle n'avait jamais faite en 1 an de solitude. Elle monta sur la jument et partit chercher de l'aide. Elle se rendit à Stone Butte parce que c'était le plus proche, se disant que c'était la seule raison. Tate sortit dans la cour en chemise avec une lanterne, les cheveux en bataille. Il ne perdit pas un mot une fois qu'il eut compris la situation. Il sella dans le noir. Ils retournèrent à Twin Springs au trot rapide, sans parler, le froid montant de la sauge. Dans la prairie, il descendit de cheval. Il enleva son manteau sans qu'on le lui demande. Il regarda la vache, puis elle. « Dites-moi ce dont vous avez besoin, » dit Tate. « C'est votre vache. Vos mains la connaissent. Je ferai ce que vous direz. Cela, plus que le bois, plus que le chapeau dans la tente qui était encore à venir, fut la chose dont elle se souviendrait. Il ne s'imposa pas pour prendre les choses en main. Il ne décida pas qu'il connaissait mieux le bétail parce qu'il en possédait plus. Il mit sa force à la disposition de son jugement et attendit qu'on lui dise quoi faire. « Mettez votre main à côté de la mienne, » dit Hazel. « Il y a un pied retourné. Quand je le dirai, vous pousserez l'épaule, doucement vers l'avant. Maintenez-la pendant que je ramène la patte. Ensuite, nous tirons avec la vache. Pas contre elle. Pas avant que je dise qu'elle est fatiguée. Nous n'aurons qu'un seul bon essai. » Ils travaillèrent à la lueur de la lanterne pendant une longue demi-heure. C'était un travail dur, proche et laid. Elle donnait les ordres, d'une voix basse et stable, et il les exécutait sans un mot ni un mouvement inutile. La vache gémissait sous l'effort. La patte se retourna enfin sous les doigts experts de Hazel, glissante et chaude dans la grange froide. « Maintenant, » dit-elle. « Tirez maintenant, avec elle. » Ils tirèrent ensemble à la prochaine contraction. Le veau sortit d'un coup, glissant, sombre et immobile, dans l'herbe froide à leurs genoux. Il ne respirait pas. Hazel s'agenouilla aussitôt, lui nettoyant la bouche, frottant fort ses côtes avec une poignée d'herbe sèche, soufflant dans son petit nez mouillé.
Un long moment, trop long. Puis le veau toussa. Il frissonna et prit une inspiration, puis une autre. Il secoua sa tête mouillée dans l'obscurité. Hazel se rassit sur ses talons dans l'herbe glacée, souillée jusqu'au coude, et laissa échapper un souffle tremblant. « Voilà, dit-elle, pas à Tate, au Val, ou à son père, ou à personne. Voilà, maintenant, c'est ça, c'est ma fille. » Tate, agenouillé de l'autre côté du nouveau-né, entendit pour la première fois le tremblement dans cette voix stable. Il ne dit rien, car il avait appris qu'elle ne voudrait pas que cela soit mentionné. Il se leva simplement, prit son manteau et le posa sur le veau pour le protéger du froid. Un animal dans lequel il n'avait aucune part, sur une terre qui n'était pas la sienne, pour une femme qui n'avait rien demandé. Hazel regarda le manteau sur le veau, puis elle le regarda. « Vous voudrez le récupérer, dit-elle. Laissez-le sur le veau jusqu'à ce qu'il soit sec, dit Tate. J'en ai d'autres. » Il regarda la vache, maintenant debout et reniflant son veau. Il regarda la femme. Il dit la chose la plus vraie qu'il ait dite depuis des années. Vous y seriez arrivé seul s'il y avait eu un moyen. Je le sais, vous êtes venu me chercher quand même. Je n'en ferai pas plus que ce que c'est, mais je suis content que vous soyez venu. Hazel se tenait à la lueur de la lanterne, la prairie de son père autour d'elle. Elle ne répondit pas, car il n'y avait pas de réponse qui lui permettrait de rester stable. Elle attisa plutôt le feu dans la petite poitrine du veau avec plus d'herbe. Mais quand il repartit à l'aube, elle se tint dans la cour et le regarda s'éloigner un bon moment, ce qu'elle n'avait fait pour aucun homme depuis la mort de son père. Tate ne dormit pas quand il rentra à Stone Butte à l'aube. Il se tenait dans le salon froid de la maison de son père, le sang séché du veau encore sur sa manchette. Il constata que la maison ne lui avait jamais paru aussi vide. C'était une belle maison. Elle avait de belles vitres, une longue table et une cheminée en pierre où un homme pouvait se tenir debout. Son père l'avait construite pour être enviée, et elle l'était. Et personne n'y avait jamais été heureux. Tate avait passé 36 ans à la maintenir exactement aussi froide que le jour de la mort du vieil homme. Il pensa à la femme agenouillée dans l'herbe glacée, insufflant la vie à un veau qui n'en valait pas la peine selon les calculs de son père. Elle avait soufflé dans ce petit nez mouillé, comme si c'était la seule chose qui comptait sur le territoire. Elle avait dit « C'est ma fille » à une vache nouveau-née, d'une voix qui tremblait. Tate, qui s'était entraîné à ne plus se soucier, comme un autre homme dresse un cheval, sentit tout l'arrangement prudent de sa vie se défaire dans un coin. Hiram le trouva à la fenêtre quand le soleil se leva. « Le veau a survécu » demanda le contremaître. « Il a bien survécu. » Hiram se versa du café au poêle sans qu'on le lui demande. Une vieille liberté. Il étudia le visage de son patron un moment. « Tu as l'air d'un homme qui fait un calcul dont le résultat ne lui plaît pas. Dorsey Vickery veut mon nom d'ici l'automne. » Tate dit « C'est une bonne affaire, Hiram. » Mon père me traiterait d'idiot de laisser passer ça. Ton père, dit Hiram, appelait beaucoup de choses par le mauvais nom. La faiblesse surtout, quand c'était l'autre chose. Il but. Tu feras ce que tu feras. Mais j'ai travaillé pour ce ranch pendant 40 ans, en tant qu'homme et garçon. Et je ne t'ai jamais vu longer ta propre crête chaque jour d'un printemps juste pour la vue. Tu veux mon avis honnête? Tu connais déjà ton résultat. Tu es juste habitué à un résultat plus froid. Il posa la tasse, sortit vers les chevaux, et laissa Tate seul, avec le calcul le plus vrai qu'il ait jamais refusé de terminer. Il ne le termina pas ce matin-là, mais il n'alla pas non plus à Cheyenne pour signer, bien qu'un homme prudent l'aurait fait. Et le fait de ne pas y aller fut la chose la plus retentissante qu'il ait faite depuis des années. La foire du comté eut lieu au milieu de l'été, dans la chaleur. L'herbe était devenue dorée et les ruisseaux étaient bas. Tout le bassin vint à Antelope Wells pour l'occasion. Il y avait un concours de bétail. Il y avait une course de chevaux. Il y avait une longue table de conserve, de tartes et de beurre, sous une mousseline, pour protéger des mouches. Il y avait le concours de beurre que le domaine Vickery avait remporté 3 années de suite, et auquel la ville tenait plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Hazel apporta 2 mottes de beurre sous un linge propre, la gerbe de blé bien nette. Elle les posa au bout de la table, à l'extrémité où l'on mettait les choses que l'on s'attendait à ignorer. Elle se recula contre le mur de la tente, là où elle se tenait toujours, à l'abri de la lumière. Elle attendit d'être ignorée en route vers un ruban. Le jury était composé de 3 hommes et de Casia Holler. Et les 3 hommes étaient imbus de leur propre importance, comme le sont les comités de foire. Ils descendirent la table, goûtant, murmurant, écrivant sur des cartes. Ils arrivèrent à la participation de Dorsey Vickery. Dorsey avait acheté une vache laitière, engagé une fille,
et présentait du beurre cette année-là, pour avoir l'air d'un homme établi du bassin avant la date du tribunal. Son beurre était pâle et larmoyant. Le comité fut poli à ce sujet, car il leur avait offert un dîner à l'hôtel. Un bel effort, dit le président. Un bel, effort d'installation. Ma cousine m'a appris tout ce que je sais de la laiterie, dit Dorsey, souriant, assez fort pour être entendu. Pauvre Hazel, un tel don, et personne avec qui le partager. Je m'inquiète pour elle, toute seule là-bas. Ce n'est pas naturel, une femme qui continue comme ça. Je veux seulement veiller sur elle. Il le dit gentiment. C'était sa cruauté. Il faisait passer le vol pour un sauvetage. La moitié de la tente hocha la tête en signe d'approbation. Car il est facile d'acquiescer à un homme bien habillé qui dit une chose dure doucement. Kezia Oller goûta le beurre de Dorsey, posa sa cuillère et ne l'avala pas. Il a un goût de fer blanc, dit-elle. Elle laissa cela en suspens. Et celui d'une fille qui n'a jamais appris la différence entre le froid et le chaud. Elle se déplaça vers le bout de la table, vers les deux mottes ignorées avec la gerbe de blé. Elle goûta. Son vieux visage fit une chose qu'il faisait rarement. Il se détendit. « Eh bien, dit Kezia à toute la tente, ça, c'est du beurre. » Le président vint et goûta. Ses sourcils se haussèrent. Le deuxième homme goûta, puis le troisième. Une petite foule se rassembla. Comme une foule se rassemble quand une chose établie s'avère différente. Tate Ashford se tenait à l'entrée de la tente, à l'abri de la chaleur. Il observa le moment exact où une pièce commença à regarder une femme qu'elle avait passé 1 an à ignorer. « À qui est-ce » Le président dit qu'il n'y a pas de carte. Il y a une carte. Kezia ne mâcha pas ses mots. Vous êtes passé devant, comme vous passez devant elle chaque jour de marché. C'est celui de Hazel Vickery, la même main qui a pris votre ruban 3 ans, pendant que vous appreniez mal son nom. Elle essuya sa cuillère. Donnez à cette femme son ruban bleu et arrêtez d'être surpris. C'est lassant. Ils donnèrent à Hazel le ruban bleu. Elle sortit de l'ombre près du mur de la tente pour le prendre. Le dos droit, le visage impassible. La tante qui avait ri près de la barrière au printemps l'applaudit maintenant. Une foule applaudira toujours un gagnant qu'elle peut enfin voir. Elle les laissa faire. Elle ne s'en réjouit pas. Elle savait au centime près ce que valaient les applaudissements d'un jour de foire, de la part de gens qui l'ignoreraient à nouveau le lundi. Mais une chose qu'elle n'avait pas prévue. Alors qu'elle se tournait avec le ruban, Tate Ashford enleva son chapeau. Il le fit simplement, sans ostentation. L'homme le plus puissant du bassin, se découvrant devant la femme pour qui il avait plaint un mari au printemps, devant tout le comté. Ce n'était pas grand-chose. C'était une petite courtoisie que n'importe quel homme pourrait rendre à une dame. Mais chaque âme dans cette tente avait entendu ce qu'il avait dit aux enclos. Chaque âme comprit qu'un homme ne se découvre pas pour dédire une chose, à moins qu'il n'ait l'intention de la dédire devant eux tous. Hazel croisa son regard à travers la tente. Elle inclina la tête une fois. C'était le plus qui soit jamais passé entre eux en public, et cela fit parler tout le bassin d'une nouvelle manière avant le souper. Dorsey Vickery le vit aussi. Son sourire ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent plats et vifs. Les yeux d'un homme qui refait un calcul qui ne donne plus le résultat escompté. « Il a enlevé son chapeau pour toi », dit Kezia après avoir emballé les conserves invendues. « Tate Ashford, pour toi. Je connais cet homme depuis qu'il est un petit garçon froid dans cette grande maison froide. Il n'enlève pas son chapeau pour le gouverneur. Il était juste poli. Hazel dit qu'un homme peut être poli une fois. Il le peut. La plupart le gardent pour les grandes occasions. Kezia attacha la boîte. Celui-là n'est pas poli pour la galerie. Son père l'était. Tout le sourire du monde par-dessus un couteau. Celui-ci est l'inverse, tout en couteau à l'extérieur. Et Dieu sait quelle chose douce en dessous il a passé 30 ans à ne laisser personne voir. Elle regarda Hazel d'un air malin. Tu dois savoir quelque chose sur une chose douce gardée là où elle ne sera pas abîmée. Je tiens une laiterie, Hazel dit. Je ne garde pas de choses douces. Kezia lui tendit la boîte. Ton père en gardait une. Il te gardait toi. Le meilleur beurre de 3 comtés. Et il l'a appris à une fille de 9 ans. À une vanne que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Il voulait qu'une seule âme dans ce monde ait une chose qui n'appartenait qu'à elle. La voix rauque de la vieille femme s'adoucit juste un peu. Ne laisse pas ce Dorsey prendre la vanne, ma fille. Ce n'est pas l'eau. C'est la dernière trace des mains de ton père sur cette terre. Chez Loquet, si tu perds ça, tu perds plus qu'une prairie à foin. Hazel se tenait là, tenant la boîte dans la chaude pénombre. Pendant un instant, ses yeux gris clairs ne furent pas stables.
Pendant un instant, elle avait de nouveau 9 ans, sa petite main sous une grande main chaude. Elle apprenait le lever d'un cheveu, la chute d'un quart de tour, le coup. Elle entendit la voix basse de son père dire « Voilà, maintenant c'est ça, c'est ma fille. Maintenant c'est à toi et à personne d'autre. » Puis elle chassa ce souvenir, parce qu'il y avait les vaches. Parce qu'il y avait toujours les vaches. « Je ne perdrai pas la vanne, » dit Hazel. « Bonne nuit, Kazaya. » La ville changea lentement après la foire, comme un lourd chariot qui tourne. Mais elle tourna. Le jour de marché suivant, une chose se produisit qui ne s'était jamais produite auparavant. Maddie Sorrell, qui avait une propriété sur le banc Est, 4 jeunes enfants et pas de temps pour personne, traversa toute la largeur de la rue pour parler à Hazel au comptoir du magasin. « J'ai entendu dire que votre beurre a de nouveau eu le ruban bleu, » dit Mattie, maladroitement. « Une femme qui se débrouille seule. Et j'ai entendu ce que Kazaya a dit à ce sujet, sur le fait que nous passions tous à côté de vous. » Elle regarda ses propres mains. « Ma mère faisait du beurre. Je n'ai jamais réussi à maîtriser le froid. Voudriez-vous? Un jour de marché, si vous aviez le temps. Voudriez-vous me montrer? Je paierai en neuf. J'ai le temps, dit Hazel. Et si sa voix n'était pas chaude, elle n'était pas froide non plus. C'est gratuit. Apportez votre baratte. C'est probablement votre cavalet, pas vos mains. C'était une petite chose, mais 3 femmes qui attendaient dans la file l'entendirent. La semaine suivante, 2 d'entre elles avaient demandé la même chose. Le comptoir du magasin de Kazia devint, les jours de marché, un endroit où l'on parlait à Hazel Vickery au lieu de l'ignorer. Kazia observait cela avec une satisfaction sèche qu'elle n'admettrait pas. « Il leur a fallu du temps, » dit la vieille femme en emballant une motte. « Une année entière, un ruban bleu et le chapeau d'un homme riche par terre. Les gens de ce bassin ne pourraient pas trouver d'eau dans un abreuvoir plein sans un comité pour le leur montrer. » Mais Dorsey avait aussi observé la foire. Ed Dorsey n'était pas homme à rester immobile. Tandis que le sol se dérobait sous ses pieds, il redoubla ses tournées. Il offrit des dîners. Il devint plus chaleureux, plus rapide et plus plein d'inquiétude pour sa pauvre cousine, à mesure que la ville se refroidissait envers lui. Et un soir, Elam Teller, honteux, se rendit à Twin Springs pour dire à Hazel une chose qu'elle devait savoir. « Il a un avocat de Cheyenne, » dit Teller en tournant son chapeau. « Un vrai. Il dit que les anciens relevés sont clairs comme le jour. Une seule source, et aucune déclaration de votre part pour dire le contraire. Il dit que les tribunaux sont liés par le papier. Sentiment ou pas. Hazel, les gens vous apprécient maintenant, mais l'appréciation ne tiendra pas l'eau lors d'une audience. Il va gagner sur le papier. Je ne serais pas honnête avec vous si je vous laissais entrer là-dedans en pensant qu'un ruban bleu vous sauverait. » Hazel se tenait dans sa cour, le soir devenant doré, et encaissa cela. Teller avait raison, et elle savait qu'il avait raison. La nouvelle gentillesse de la ville ne valait absolument rien devant un tribunal. Dorsey détenait le papier. L'ancien relevé indiquait une seule source. Elle avait le souvenir d'avoir 9 ans et un loquet que personne d'autre ne pouvait manœuvrer. Et aucun de ces 2 éléments n'était une déclaration officielle. « Merci, Elam, » dit-elle. « Ce fut un trajet difficile à faire. Je n'oublierai pas que vous l'avez fait. » Elle le regarda partir. Puis elle resta longtemps à regarder en amont du ravin, vers la berge escarpée, où la vraie source jaillissait, froide et distincte. Et elle commença pour la première fois à réfléchir à la manière dont une femme prouve une chose que le papier nie. Un soir calme, vers la fin de cet été, Tate se rendit à Twin Springs. Il n'avait pas de raison prête, et ne fit pas semblant d'en avoir. Hazel était sur la marche basse de la laiterie, avec une casserole de petits pois écossais. La lumière longue et dorée traversait la prairie. Elle ne lui dit pas de partir. C'était le maximum de bienvenue qu'elle offrait, et il avait appris à le lire. Il s'assit sur le billot un peu plus loin, son chapeau sur les genoux. Pendant un moment, aucun ne dit rien, et le silence était facile, ce qui était nouveau pour eux deux. « Mon père est mort un beau soir comme celui-ci », dit enfin Hazel, sans lever les yeux de ses pois. Une crise cardiaque dans le foin. Je l'ai trouvé près de la vanne. Il l'avait ouverte avant de tomber. La dernière chose qu'il ait jamais faite de ses mains, c'est d'actionner ce loquet une fois de plus. Elle écossa une gousse. « Je ne dis pas ça aux gens. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit. »« Je suis content que vous l'ayez fait, » dit Tate. Il tourna son chapeau. « Ma mère avait l'habitude de s'asseoir dehors les soirs comme celui-ci, quand mon père n'était pas là. Seulement à ce moment-là. Elle ne ferait rien de tendre là où il pourrait le voir et le qualifier de faiblesse. Elle est morte de la même manière.
Tournez vers le mur pour qu'il ne la voie pas partir. Il se tut. J'ai construit toute ma vie pour que personne ne puisse jamais me traiter de faible comme il l'a traité. C'est une piètre base pour construire une vie. Je commence seulement à voir à quel point. Hazel leva alors les yeux vers lui, les poings s'oubliaient sur ses genoux. C'était la chose la plus intime qu'un homme réservé lui ait jamais confiée, et elle en connaissait le coût, étant elle-même réservée. Ce n'est pas une faiblesse, la chose douce gardée en sécurité, dit-elle lentement. Kezia a raison sur ce point. C'est toute la raison de garder l'eau. Pas l'argent, la vanne que les mains de mon père ont touchée en dernier. Elle regarda la prairie. Je ne renoncerai pas à ça pour être en sécurité. Je préférerais être pauvre et le garder. C'est peut-être la chose que votre père n'a jamais comprise, malgré toutes ses basses eaux. Il y a des choses qui valent plus que de ne jamais être volées. Ils regardèrent ensemble la lumière quitter l'herbe. Quand il rentra chez lui, les pois étaient écossés depuis longtemps, et aucun n'avait dit un mot du tribunal, de l'eau ou de la chose qui grandissait manifestement entre eux. Mais elle le raccompagna jusqu'à son cheval, et c'était plus loin qu'elle n'avait jamais marché avec un homme vivant. L'été tourna, l'herbe sécha et devint dorée, les ruisseaux s'amenuisèrent, et les hommes commencèrent à surveiller le ciel et l'eau, comme ils le font quand la sécheresse arrive. La question de savoir qui contrôlait la tête du ravin de Twin Springs cessa d'être le problème d'une seule femme. Elle devint l'arithmétique de tout le bassin. Si Dorsey Vickery consolidait cette eau et vendait le contrôle au chemin de fer, chaque ranch au-dessus de Stone Butte boirait avec la permission d'un étranger. Même les hommes qui avaient ri commencèrent à faire le calcul. Tate fit aussi le calcul. Il arriva à une conclusion que son père n'aurait pas reconnue. Il se rendit à Twin Springs un soir chaud, vers la fin de l'été. Hazel préparait la crème dans le bac froid, près de la vraie source, ses manches retroussées. Le soleil bat sur l'eau. Elle ne lui dit pas de partir. La déclaration de votre cousin est entendue la première semaine d'automne. Tate dit qu'il veut mon nom dessus. Stone Butte derrière lui. Je le sais, elle dit, en posant une bassine. Allez-vous le lui donner? Non. Elle s'immobilisa, une bassine entre les mains. Elle se tourna et le regarda. J'y ai réfléchi depuis le printemps, dit Tate. Il enleva son chapeau, bien qu'il n'y ait pas de foule maintenant. Seulement l'eau, les vaches et elle. Votre cousin a raison sur une chose. Cette eau, contrôlée et vendue, rendrait un homme riche et à l'abri de chaque année de sécheresse pour de bon. Mon père aurait signé avant le petit déjeuner et aurait appelé ça du bon sens. Il tourna le chapeau dans ses mains. J'ai passé toute ma vie à être prudent. Je suis doué pour ça. C'est une façon froide d'être riche. Il leva les yeux. L'eau monte séparément sous cette berge escarpée. Vous m'avez dit la vérité au printemps. J'ai parcouru moi-même les anciennes lignes de relevée. Votre père a mis cette eau à profit avant que mon père ne dépose une demande pour le ruisseau. Vous savez ce que ça veut dire? Dit Hazel doucement. Je sais exactement ce que ça veut dire. Il la regarda dans les yeux. Cela rend votre droit plus ancien que le mien. Plus ancien que n'importe quel autre dans le bassin. Comprenez-vous ce que je vous dis? Prouvez-le au tribunal. Et vous ne gardez pas seulement votre laiterie. Vous détenez le droit le plus ancien de ce pays. Le papier de votre cousin brûle. Je comprends l'eau, dit Hazel. Je la comprends depuis que j'ai 9 ans. Elle posa la bassine. Pourquoi me dites-vous ça? C'est contre votre propre intérêt. Vous pourriez rester assis, laisser Dorsey gagner, acheter une part, et ne jamais vous salir les mains. Je pourrais. Alors pourquoi? Tate resta silencieux un moment. La vraie source coulait, froide, entre eux. Parce que j'ai dit une chose cruelle sur vous, près de la barrière au printemps, alors que je ne vous avais jamais adressé 10 mots. Sa voix ne s'éleva pas. Elle était plus stable qu'elle ne l'avait jamais entendue. Ce qui, chez cet homme réservé, équivalait à se briser. J'ai passé un été à vous regarder tenir seul un endroit que tout le comté disait « vous briserez ». Je vous ai vu sortir un veau en siège vivant d'une vache froide avec vos 2 bras. Je vous ai vu fabriquer la meilleure chose que ce bassin possède, à partir d'herbe et de patience. Vous lui avez donné un nom et une gerbe de blé. Vous n'avez jamais demandé à personne d'avoir pitié de vous. Il s'arrêta, recommença. J'avais tort à propos de l'homme qui vous épousera, mademoiselle Vickery. Il serait l'imbécile le plus chanceux du territoire. Je voulais vous le dire clairement avant de le dire au tribunal. C'est tout. Je vous aiderai à garder votre eau si vous me le permettez. Je ne demanderai rien en retour. Si vous préférez le faire seul, je me tiendrai à l'écart et vous laisserai faire, parce que c'est à vous. Les vaches bougèrent dans le crépuscule.
Hazel Vickery, qui n'avait laissé paraître aucun mot de toute cette année difficile sur son visage, se tenait près de la source de son père, sa garde baissée, le temps d'une respiration. Ce fut une longue respiration. C'est beaucoup de mots pour un homme qui en utilise deux d'habitude, dit-elle enfin, d'une voix mal assurée. C'est la réserve de toute l'année, dit Tate. Je ne pense pas en avoir d'autres avant un moment. Elle faillit rire. Elle ne le fit pas. Elle ramassa sa bassine, parce que c'était ça, ou le laisser voir le reste. Venez au tribunal alors, dit-elle. Tenez-vous là où la ville peut vous voir. Mais l'eau est à moi, monsieur Ashford, et la preuve en est mienne. Si je la garde par mes propres moyens. Je l'ai tenue 1 an sans vous. Je la tiendrai maintenant. Je n'attendrai rien d'autre, dit Tate. La meilleure main du bassin. Cela la toucha plus durement que n'importe quel joli mot jamais dit à une fille douce. La meilleure main du bassin, dit d'elle par l'homme qui avait le statut. Elle se tourna rapidement vers le bac, pour qu'il ne voie pas l'impact. L'automne arriva tôt dans les hautes terres, doré et tranchant. Les peupliers le long du ravin prirent la couleur du vieux laiton. La première semaine amena le tribunal du comté à Antelope Wells. Avec le tribunal, vint l'audience de la demande de Dorsey Vickery pour consolider l'eau de Twin Springs et contrôler la tête de tout le bassin. Mais avant le tribunal, le bassin construisit une grange. Stone Butte avait perdu sa grande grange à foin à cause d'un incendie dû à la foudre pendant l'été. Selon la coutume du pays, les voisins vinrent construire la nouvelle avant que le mauvais temps ne s'installe. Chaque ranch envoya des chariots. Les femmes dressèrent une longue table sous les peupliers. C'était le grand rassemblement de l'année, tout le bassin en un seul endroit, la veille de la décision sur l'eau. Tate Ashford, qui n'avait jamais de sa vie invité le comté sur ses terres pour autre chose que des affaires, avait fait savoir que tous étaient les bienvenus. C'était en soi une chose que les gens remarquèrent, et il l'avait fait pour une raison qu'il ne nomma pas. Hazel vint parce que Kezia l'y obligea. Tu apporteras du beurre et tu te tiendras à la lumière pour une fois dans ta vie. La vieille femme dit, demain, il décide de ton eau. C'est bien plus difficile de voler une femme avec qui tu as partagé le pain hier. Laisse-les te voir. C'est la moitié du combat. Tu ne l'as jamais mené. Alors Hazel vint. Elle posa son beurre sur la longue table, pas au bout cette fois. Le bassin en mangea et sut maintenant de qui il s'agissait. Un homme qui l'avait ignoré 100 jours de marché dit « Excellent beurre, mademoiselle Vickery », et le pensait. Elle constata que cela ne réparait pas l'année difficile, mais que ça ne faisait pas de mal non plus. La charpente fut montée dans la matinée, les hommes sur les poutres, les femmes passant le dîner, tout le bourdonnement de l'activité. Dorsey Vickery était là dans son manteau de ville, se déplaçant dans la foule, serrant des mains, préparant le terrain pour le lendemain. Il raconta à qui voulait l'entendre combien il était peiné de voir sa pauvre cousine s'accrocher à une chose trop grande pour elle, comment il ne voulait que son confort. Certains hochaient encore la tête, moins qu'au printemps. Le problème arriva à midi. Il vint, comme les problèmes le font, du ciel et de l'eau à la fois. Un violent orage d'automne s'était formé sur le plateau depuis l'aube, invisible derrière la butte. Il se déchaîna d'un coup dans le ravin, un mur d'eau de pluie venant des hauteurs. La façon dont les pays arides inondent quand ils inondent, soudaine et méchante. La nouvelle arriva avec un cavalier au visage blême. Le ravin dévale en force. Il va déborder la vanne de Twin Springs et creuser un nouveau chenal, emporter toute la crue dans le ravin inférieur à travers la plaine de vélage. Il y a 40 têtes de bétail de Stone Butte sur cette plaine. La construction de la grange se transforma en une course aux chevaux. 40 têtes de bétail de premier choix risquaient de se noyer ou d'être emportées si l'eau sortait de son fossé et dévalait le ravin inférieur en un mur. La seule chose entre l'inondation et la plaine était la vieille vanne de Twin Springs. Manœuvrée correctement, elle enverrait l'eau de l'orage loin dans le vrai fossé, à l'abri de la plaine. Manœuvrée incorrectement ou pas du tout, l'eau la déborderait, creuserait et s'abattrait sur le bétail. Aucune main dans le bassin ne pouvait manœuvrer cette vanne, sauf une. Des hommes arrivèrent à la vanne avant elle sur des chevaux rapides, Tate parmi eux. Les 2 hommes de main de Dorsey aussi. Le fossé bouillonnait déjà. La vieille porte en planche tremblait sous la pression. L'eau était à un pouce de déborder. Un homme costaud avait les 2 mains sur le loquet tordu et ne pouvait pas le bouger. Un autre le bouscula, essaya et échoua.
Tate lui-même était dans le fossé jusqu'à la taille. Les mains sur le fer que l'argent de son père n'aurait jamais pu acheter, s'efforçant, l'eau montant sur ses avant-bras. Le loquet, une pierre. « Il ne bouge pas !» cria un homme. « Cassez la vanne ! À la hache ! Si vous la cassez, elle creuse un nouveau chenal ici et emporte la plaine de toute façon !» cria Tate en retour. « Elle doit pivoter, pas se briser. »« Où est ?» Hazel descendit de sa jument en courant et entra dans le fossé à côté de lui. L'eau froide de l'orage lui arrivait à la taille et montait. Elle écarta les hommes de son chemin avec son épaule, sans cérémonie. Elle mit ses deux mains sur le fer de son père dans le bouillonnement et le vacarme. Elle pencha la tête vers lui comme elle l'avait fait à 10 000 aubes. « Allez, maintenant !» dit-elle au loquet, à voix basse sous le rugissement, là où seule l'eau et l'homme à côté d'elle pouvaient l'entendre. « Tu me connais. Tu m'as toujours connu. Lève d'un cheveu. Laisse tomber d'un quart de tour. » Elle frappa le talon de sa main contre l'endroit usé que la main de son père et la sienne avaient poli pendant 17 ans. C'était le seul endroit sur toute la terre qui répondait. Le loquet cria et céda. La porte s'ouvrit en grand contre le flot. L'eau de l'orage s'engouffra dans le vrai fossé et alla là où un homme mort l'avait dirigé. Loin le long de la prairie, à l'écart de la plaine de village, inoffensive, chantant sa froide et méchante chanson dans le foin, et disparut. 40 têtes de bétail de Stone Butte se tenaient au sec sur la plaine en contrebas. Parce qu'une pauvre femme avait ouvert une vanne que les hommes les plus riches du bassin ne pouvaient pas ouvrir. Elle sortit, ruisselante, tremblant de froid et d'effort. Tout le bassin se tenait sur les berges du fossé, sous la pluie qui s'amenuisait, et la regardait. Il n'y avait plus une seule âme sur cette berge qui ne comprenait pas exactement ce qu'elle avait passé un an à ignorer. Tate sortit à côté d'elle, trempé jusqu'à la poitrine. Il ne lui prit pas le bras, car il avait appris qu'elle ne le voudrait pas. Giles se tint à côté d'elle, épaule contre épaule, dégoulinant, et il dit un seul mot. Et il le dit pour que la berge puisse l'entendre. Hazel, juste son prénom, la première fois qu'il l'utilisait. Déclaré aussi simplement qu'un homme peut déclarer une chose devant le comté après un acte juste. Cela valait plus qu'un discours. Cela disait, ce n'est pas la froide Mademoiselle Vickery pour qui vous avez plaint un mari. C'est Hazel. J'ai gagné le droit de le dire. Je veux que tout le monde ici sache que je l'ai gagné. Monsieur Ashford, dit-elle en retour, tremblante, et il y avait une fissure dans sa voix stable enfin. Une fissure capillaire. Vous allez attraper la mort. Enlevez ce manteau mouillé. Ce qui, de la part de Hazel Vickery, était presque une déclaration. Kezia O'Leary sur la berge l'entendit pour ce que c'était et éclata de rire sous la pluie. Le tribunal siégea le lendemain matin dans le salon de l'hôtel d'Antelope Wells. Le juge itinérant venait de Cheyenne, un homme sec et prudent, nommé Selkirk, avec des lunettes et une façon de lire le papier comme s'il pouvait mordre. La salle était pleine. Tout le bassin était venu, les bottes mouillées de l'inondation de la veille, pour entendre la décision sur l'eau. Dorsey Vickery était assis à l'avant dans son manteau de ville avec sa déclaration, son avocat et son sourire facile. Hazel était assise, le dos droit et seule, à la table la plus proche, car elle avait dit que la preuve lui incombait. Tate Ashford se tenait le long du mur du fond, là où le comté pouvait le voir, ce qui était tout ce qu'elle lui avait demandé. L'avocat de Dorsey parla le premier, et ce fut fluide. L'ancien relevé, dit-il, décrivait une seule source d'eau dans ce ravin, alimentant le ruisseau du bassin, un système unique. Mademoiselle Vickery, une femme seule, n'avait jamais déposé sa preuve de fossé, ni établi de date de priorité. Elle ne détenait donc aucun droit consolidé. Son client, M. Vickery, de la même famille, proposait seulement de consolider la source, de consolider le droit, et de mettre l'eau à son usage le plus élevé, au profit de tout le bassin et du chemin de fer à venir. Il dit profit 4 fois. Il dit pauvre Mademoiselle Vickery 2 fois, doucement. La façon dont on parle des morts. Selkirk regarda l'ancien plan par-dessus ses lunettes. Le relevé indique bien une seule source, dit-il. Mademoiselle Vickery, vous n'avez fait aucune déclaration pour établir un droit d'antériorité sur ce papier. Je suis tenu de considérer la source comme non consolidée et ouverte à la consolidation de M. Vickery. Il posa le plan. À moins que vous ne puissiez me montrer que le papier se trompe. Le pouvez-vous? La salle devint silencieuse. C'était le moment que tout le comté était venu voir.
C'était le moment où une femme seule à une table était censée n'avoir aucune réponse et perdre doucement face à un homme bien habillé. Hazel se leva. « Le papier se trompe, dit-elle. Clair, simple, sans tremblement. L'ancien relevé a été fait une année humide par un homme qui n'a jamais quitté son cheval. Il a vu un ravin avec de l'eau et a dessiné une seule source. Il y a 2 sources dans ce ravin. La plus proche est un suintement peu profond. La plus lointaine jaillit séparément sous la berge escarpée, froide, d'une eau différente, plus ancienne. Elle n'alimente pas le ruisseau du bassin. Elle ne l'a jamais fait. Elle ne se pressa pas. Mon père a mis cette source lointaine à un usage bénéfique de ses propres mains. Le printemps où j'avais 9 ans, il a creusé le fossé. Il a construit la vanne. C'est 11 ans avant que le père de M. Ashford ne dépose une demande pour le ruisseau du bassin. 16 ans avant que mon cousin ne descende du train de l'Ohio. Un murmure parcourut la salle. Cela fait de l'eau de Twin Springs le droit le plus ancien de ce bassin. Pas à mon cousin de la consolider, ni à quiconque de la vendre. À moi, par la main de mon père et la mienne. Mise à profit chaque jour pendant 17 ans, sans un seul jour d'interruption. De belles paroles, dit l'avocat de Dorsey en se levant. Mais des paroles. Où est la preuve de la date, de la source distincte? Une preuve de fossé, un relevé, un témoin? Le souvenir d'une femme d'avoir 9 ans n'est pas une déclaration, monsieur. Non, dit Hazel, ce n'en est pas une. Alors, j'ai apporté la preuve. Elle avait demandé 2 choses au tribunal ce matin-là. Selkirk, un homme prudent qui n'aimait pas les relevés paresseux, les lui avait accordées toutes les 2. La première était le terrain lui-même. L'inondation de la veille avait mis à nu la vraie berge escarpée. N'importe quel homme qui s'y était rendu pouvait voir de ses propres yeux que la source lointaine jaillissait séparément et froide, d'une eau différente de celle du suintement proche. La moitié des hommes dans la salle s'y étaient rendus. La moitié des hommes dans la salle l'avaient vu. Ils bougèrent. Ils se regardèrent. Quelques-uns hochèrent la tête, car une chose que vous avez vue de vos propres yeux la veille est une chose difficile à faire oublier par un avocat. La seconde était la vanne. La vanne que mon père a construite se trouve là où la vraie source jaillit. Hazel dit qu'il a forgé le loquet lui-même, tordu, pour qu'il ne cède à aucune main sauf la sienne. Puis il m'a appris le tour de main, à moi et à personne d'autre de vivant, le printemps où j'avais 9 ans. Il voulait qu'une seule âme sur cette terre détienne cette eau et sache qu'elle était à elle. Elle regarda Selkirk. Mon cousin dit que le droit est à lui, alors qu'il manœuvre la vanne. Les droits d'eau sur ce territoire vont à l'usage bénéfique. Ils vont à la main qui détient et travaille réellement l'eau. Pas au papier. À la main. Sa voix resta égale. Hier, tout le bassin a regardé chaque homme fort ici essayer ce loquet dans l'inondation et échouer. Ils m'ont vu l'ouvrir et détourner une inondation de la plaine de village de Stone Butte. Demandez-leur. Demandez à n'importe quel homme sur cette berge. L'eau répond à une seule main dans ce comté. Si le droit va à la main qui détient l'eau, monsieur, alors il n'y a qu'une seule main à qui il peut aller. Ce n'est pas celle de mon cousin. Il n'a jamais, de sa vie, été capable d'ouvrir la porte de la chose qu'il jure être la sienne. La salle était d'un silence de mort. Selkirk la regarda un long moment par-dessus ses lunettes. Puis, lentement, il regarda Dorsey Vickery. « Monsieur Vickery, dit Selkirk doucement, pouvez-vous manœuvrer votre propre vanne? » Dorsey se leva en souriant, mais le sourire s'était aminci au coin. Pour la première fois, les yeux vifs et faciles n'avaient nulle part où aller. « C'est un... Le loquet est défectueux, votre honneur. N'importe qui peut le voir, il faut le remplacer. Un défaut mécanique n'est guère, ce n'est pas un défaut, dit Selkirk. Selon son récit, c'est une serrure, la serrure de son père. La clé est une chose qu'il a apprise à sa fille et à personne d'autre. Il faillit sourire lui-même, aussi sec que Casia. C'est la preuve la plus parfaite d'usage bénéfique qu'on m'ait présenté en 20 ans sur ce circuit, monsieur Vickery. J'ai entendu beaucoup de papiers. Pouvez-vous manœuvrer la vanne? Oui ou non? C'était le moment où l'antagoniste humain doit craquer. Dorsey Vickery se tenait dans son beau manteau de ville, devant tout le bassin qu'il avait voulu posséder. Il ne pouvait pas dire oui, car une centaine de personnes l'avaient vu échouer dans l'inondation. Il ne pouvait supporter de dire non. Sa main douce trembla une fois sur la table. L'espace d'un souffle, le vernis disparut. Ce qui apparut en dessous n'était pas un monstre, mais un homme effrayé et trop ambitieux qui avait tout misé sur le fait qu'une femme serait trop petite pour se battre. C'était presque triste à voir, ce qui était le pire.
Je suis venu ici avec rien, dit Dorsey à voix basse. Tu n'en faisais. L'Ohio m'a dévoré. C'était censé être mon... Je voulais seulement une chose qui soit à moi. Il regarda sa cousine. Comme lui, comme ton père. Je suis seulement venu plus pauvre. Et plus tard. Alors c'est du vol quand je le fais. C'était toujours du vol, dit Hazel, sans méchanceté. Le sien et le mien aussi. Si on en vient là. Nous buvons tous dans les fossés d'hommes morts. Elle le regarda dans les yeux. La différence, Dorsey, c'est que je creuse les miens et que je manœuvre ma propre vanne. Tu voulais l'eau sans les aubes. Il n'y a pas de telle eau dans ce pays. Il n'y en a jamais eu. Selkirk statua en faveur de Hazel Vickery. L'eau de Twin Springs fut jugée comme une source distincte et plus ancienne, consolidée par 17 ans d'usage bénéfique, détenue par la main qui la travaillait. La sienne est celle de personne d'autre, le droit le plus ancien du bassin. La demande de Dorsey fut rejetée. Le chemin de fer traiterait avec elle, ou pas du tout. Elle était entrée dans cette salle comme la propriétaire la plus pauvre du comté. Elle en sortit détenant le droit d'eau le plus ancien. Tout le bassin se leva à son passage, les chapeaux s'enlevant sur toute la longueur de la salle. La salle qu'il avait ignorée pendant 1 an était debout pour l'avoir passée. Tate Ashford quitta le mur du fond et sortit dans le soleil d'automne à ses côtés, sans la toucher, la laissant donner le rythme, comme il l'avait appris. Ils se tinrent dans la lumière dorée devant l'autel. Le comté se déversa derrière eux, bruyant maintenant, refaisant l'histoire de toute l'année, en une histoire où ils avaient tous été de son côté depuis le début, comme le font les villes. « Vous n'aviez pas besoin de moi, dit Tate. De rien de tout ça. Vous vous êtes levé et vous avez gagné toute seule. Non, acquiesça Hazel. Je n'avais pas besoin de vous. Elle leva les yeux vers lui, le regard clair. Vous êtes resté au fond de la salle tout le temps et n'avez jamais essayé de vous battre pour moi. Savez-vous que c'est la raison pour laquelle je pourrais vous avoir? Tate Ashford. N'importe quel autre homme de ce bassin aurait sauté pour sauver la pauvre femme et se serait attribué la victoire. Vous l'avez laissé être la mienne. Vous vous êtes seulement tenu là où je pouvais vous voir. Une pause. C'est une chose rare chez un homme. Celui qui tiendra votre manteau, et non votre main, jusqu'à ce que vous ayez fait la chose vous-même. J'ai eu un bon professeur, dit Tate. Je vous ai regardé refuser d'être sauvé pendant toute une année. Quelque chose en elle se fissura et laissa passer un peu de lumière. Cette fois, elle le laissa paraître, car elle l'avait décidé. Mon cousin avait à moitié raison, vous savez, dit-elle à propos d'une chose. Ce n'est pas naturel de continuer seul, aussi durement que je le fais. Ça ne m'a jamais dérangé. Je veux le dire clairement pour que vous ne transformiez pas en sauvetage. Je ne me noyais pas. J'aurais tenu cet endroit jusqu'à ma mort et j'aurais été contente. Elle prit une inspiration, comme elle prenait le loquet. Un cheveu, une chute, un coup. Mais je vous ai observé pendant 1 an aussi, Tate. J'ai regardé un homme froid longer sa crête, juste pour être près d'une pauvre femme qu'il avait blessée. Je l'ai regardé lui envoyer un toit au lieu de fleurs, parce qu'il avait regardé assez longtemps pour savoir qu'elle avait besoin d'un toit. Je l'ai regardé enlever son chapeau dans une tente pleine de gens qui l'auraient suivi s'il l'avait gardé. Je l'ai regardé se tenir au fond d'un mur et la laisser gagner sa propre eau. Elle le regarda un long moment, puis elle fit son choix clairement, de sa propre voix basse et stable, comme aucune autre âme ne pouvait le faire pour elle. Je vous épouserai, non pas parce que j'ai besoin d'être tenu, mais parce que je préférerais passer les prochaines aubes avec vous, de l'autre côté de la clôture, que tout le reste de ma vie seule. Ce sont mes conditions. La laiterie reste à moi, l'eau reste à moi, la vanne reste à moi. Je viens à vous en tant que propriétaire de plein droit, ou je ne viens pas du tout. Tate Ashford se tenait dans le soleil d'automne et laissa faire. Il avait juré dans une maison froide de ne jamais laisser les sentiments le ridiculiser. Il le laissa faire maintenant, avec joie, devant toute la ville. Vous venez à moi comme le droit d'eau le plus ancien du bassin. Il dit, la meilleure main qui soit, la seule âme qui puisse ouvrir ma propre vanne d'inondation. Vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée en 36 ans que je préférerais avoir derrière moi plutôt que devant. Sa voix n'était pas tout à fait stable, cet homme réservé. Oui, selon vos conditions, toutes. Je n'ai pas de meilleur à offrir. Alors c'est réglé, dit Hazel, comme si elle lui avait vendu un pot de beurre, et elle se tourna vers son chariot. Parce qu'il y avait les vaches, parce qu'il y avait toujours les vaches. Mais près de la rue, elle s'arrêta, elle se retourna. Pour la première fois depuis le printemps, elle lui sourit pleinement.
le sourire que tout le comté jurait qu'elle ne possédait pas. « Je plains l'homme qui m'épousera, dit-elle. J'ai entendu dire que c'est une affaire difficile. J'ai entendu dire que c'est l'imbécile le plus chanceux du territoire, dit Tate. Ils se marièrent au tournant de l'automne dans la petite église d'Antelope Wells. Les peupliers étaient devenus d'un laiton éclatant le long du ravin et tout le bassin était entassé sur les bancs. C'était le même comté qui avait ri près de la barrière au printemps. C'était le même homme qui avait dit la chose cruelle par-dessus sa tête alors qu'elle passait avec ses peaux. Il se tenait à l'avant maintenant dans son beau manteau sombre, les tempes grisonnantes. Quand le révérend Whitmore lui posa la question, Tate Ashford prononça les vœux d'une voix claire et simple qui porta jusqu'au mur du fond. L'homme qui parlait en 2 mots à la fois dépensa tout ce qu'il avait. Il n'y avait pas une âme dans cette église qui ne l'ait pas entendu au printemps, et pas une qui n'ait pas remarqué que le cercle se refermait. À l'automne, c'était lui qui prononçait les vœux. Le bassin le raconterait ainsi pendant des années. Le souper qui suivit eut lieu sur les longs bancs sous les peupliers changeants, et la moitié du comté y apporta un plat. Mattie Sorrel avait cuisiné pendant 3 jours pour les tartes, et disait à quiconque s'arrêtait qu'elle avait toujours su comment ça se terminerait. Elam Teller vint avec son seul bon col et serra la main du marié un peu trop longtemps, comme le fait un homme qui veut présenter des excuses qu'il ne peut pas dire. Les hommes de Stone Butte étaient assis parmi ceux de Twin Springs, et personne ne prit la peine de les séparer. C'était un mariage de pionniers simple, sans discours ni chichi, et cela leur convenait parfaitement. Kezia O'Leary pleura et le nia. Duchess Lavache ne fut pas traite un soir pour la première fois de sa vie et avait son opinion. Dorsey Vickery avait repris le train pour l'Est, un homme plus pauvre et plus silencieux. Hazel lui avait finalement envoyé sa part et un pot du bon beurre, ce qui était plus de pitié que le vol ne mérite, et exactement tout ce qu'elle avait à donner. Hazel Ashford garda son propre nom sur la concession de Twin Springs, droit d'eau le plus ancien du bassin. Elle garda sa laiterie. Surtout, elle garda la vanne. Elle la manœuvre encore chaque aube. Maintenant, un grand homme aux tempes grisonnantes descend le ravin avec elle dans la lumière froide et se tient à côté pendant qu'elle le fait, tenant les chevaux. Il a renoncé à apprendre le tour de main il y a longtemps, car certaines serrures ne sont destinées qu'à une seule main. Mais l'inondation de cet automne avait fait quelque chose au vieux fer. Elle l'avait travaillé, l'avait ajusté, avait usé le dernier de sa torsion. Le loquet que son père avait forgé pour se coincer pendant 17 ans. Le loquet qu'aucun homme fort du comté ne pouvait manœuvrer, pivote maintenant proprement sous sa main au premier contact. Facile comme une bénédiction. Elle ne lutte plus avec lui dans le noir. Elle le soulève légèrement. Elle envoie l'eau vers la prairie qui les nourrit tous les deux. Et la plupart des matins, elle laisse la vanne ouverte derrière elle dans la lumière dorée. Elle n'a plus besoin de lutter pour la maintenir fermée au monde. L'eau va là où elle a toujours voulu aller, vers leurs 2 terres à la fois. Il n'y a plus aucune main dont il faille la protéger. Et c'était l'histoire de Hazel et Tate. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez, et ce que cette histoire a éveillé en vous.